Bonjour à tous, bienvenue pour ce live des JPO de Créageux. Donc merci déjà d'être venu. Alors la première chose, c'est comme vous pouvez le voir, j'ai pas de masque parce que pour le coup, par rapport aux problématiques de son que nous avions eu la fois précédente, parce qu'aussi on a mis en place des mesures de distance, aussi tout ce qui était les prises de température ou autre. Puis on a tous été confinés les 15 derniers jours. Donc on se permet pour le coup, la personne qui parlera n'aura pas de masque, juste pour que vous puissiez mieux entendre le son. Mais on est quand même dans le respect des règles sanitaires. Donc pour ce live, je vais commencer par vous présenter tout simplement l'école. Et l'école, pour la présenter, on va commencer peut-être par le directeur. Le directeur, c'est Eric Bonnet. Il n'est pas présent aujourd'hui, mais Eric, donc, c'est lui qui a fondé cette école en 2004. Et c'est parce que lui voulait rejoindre le monde de la production du jeu vidéo dans les années 90. Il avait suivi une formation à l'époque qui se rapprochait plus du film d'animation. Et il s'est rendu compte, quand il a voulu postuler dans les entreprises, que ça ne correspondait pas vraiment aux attentes du secteur. Et c'est pour ça qu'il a fondé Créageux. Et il a fondé cette école basée vraiment sur la programmation et l'infographie. Ce sont les deux métiers de technicien, les deux métiers clés de la production de jeux vidéo. Et vu que ce sont des métiers très techniques, il a mis en place deux formations très techniques. Il s'est entouré de personnes du milieu et en fait a créé les deux principaux cursus de Créageux. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vous les présente. Je suis Albin Furat, le directeur adjoint de l'établissement. Et donc, ravi de vous avoir pour ceux qui suivent justement ce live. Donc aujourd'hui, on va visiter un petit peu l'école, on va vous présenter quelques salles. On va aussi avoir des collègues à moi qui vont présenter différents parcours. Et justement, moi je vais vous les présenter succinctement. Parcours en premier de programmation, qui est un cursus en 3 ans, dont la visée est vraiment de rentrer dans les métiers du jeu vidéo en tant que programmeur. Il y a mon collègue vous présentera ça plus tard, plusieurs métiers dans cette branche que est la programmation du jeu vidéo. Il y a le cursus d'infographie qui lui se fait aussi en 3 ans, donc c'est post-bac. Les 3 années, c'est un cursus qui est à la fois artistique et technique, il va vous être présenté aussi. Nous formons aussi au métier de testeur jeux vidéo. Ça, c'est une formation qui, elle, se fait beaucoup plus courte. C'est une demande des studios qui ont besoin de faire du test qualité. Nous avons aussi 2 autres formations qui sont, 3 même en réalité, qui sont très importantes. Ce sont les prépas jeux vidéo. La première prépa, c'est une prépa de découverte. Et ensuite, il y a aussi une année de prépa de spécialisation. Donc là, c'est une prépa de spécialisation infographie, une autre pour la programmation. L'idée, c'est d'amener avec un bon niveau pour pouvoir rentrer dans les premières années du cursus voulu. Et là, en fait, le niveau d'entrée dans l'école va vraiment se faire en fonction du métier envisagé et après en fonction de votre dossier, des résultats des tests que vous ferez par rapport à la filière que vous visez. Albin, quelles sont les valeurs de Créageux ? Alors, au niveau des valeurs de Créageux, on est une école qui a voulu garder une dimension, dimension humaine. Il y a environ 300 étudiants dans l'école. Ça commence déjà par rapport avant à être assez gros. Et l'idée, c'est on veut pouvoir quand même connaître un minimum les étudiants, pouvoir justement interagir avec eux. Et on les apprend vraiment à travailler en groupe. De temps en temps, on utilise le terme famille, parce que on essaye d'être à l'écoute des problèmes des étudiants. C'est pas juste des gens qui vont faire un parcours de formation chez nous et disparaître par la suite. On aime, alors tous ne le font pas, mais on aime avoir justement un suivi et continuer à les connaître. Le but des valeurs de Créageux, c'est de créer un réseau, et un réseau qui commence déjà dans le travail projet par équipe, parce que les gens avec qui vous allez travailler avec Créageux, ce seront aussi potentiellement des collaborateurs par la suite dans le monde du travail. Le monde du jeu vidéo, du moins de la production, n'est pas non plus immense. Et c'est grâce à ce réseau aussi qu'on peut s'entraider, trouver plus facilement du travail par la suite, s'aider à se former parce que c'est un métier, ce sont des métiers qui sont tout le temps en évolution technologique et donc il y a besoin d'un gros travail là-dessus. Donc les valeurs de Créageux, c'est d'essayer de nouer quand même un maximum des relations avec les autres de façon à pouvoir justement garder ce côté d'équipe. J'ai vu sur le site internet que vous étiez labellisé SNJV. Alors, en 2012, le SNJV avait mis, c'était en 2010, un label, et Créageux était la seule école privée qui a été labellisée donc, par le SNJV. C'était une enquête en gros de la qualité de la formation par rapport aux attentes du secteur. L'autre école qui l'avait été, c'était le CNAM, qui est l'école d'État.
Et on fait maintenant aussi partie du REJV, qui risque de changer de nom bientôt, mais qui est un réseau d'écoles spécialisées jeux vidéo, mis en place par le SNJV aussi. Et là, l'idée, c'est d'être en lien le plus possible avec les entreprises du secteur. D'accord. J'ai une personne qui me pose une question, vu que tu as parlé des formations programmation et infographie, qui me demande s'il y a une formation qui permet de créer juste des histoires, Alors, qui permet de créer les scénarios de jeux vidéo. on n'a pas de formation de scénariste à l'école, pour une raison assez simple, il y a peu de postes de scénaristes dans l'industrie. Quand les scénarios sont très poussés, on fait souvent appel aussi à des écrivains. Donc les gens qui veulent se diriger dans ce genre de métier, on va leur conseiller soit d'être de très bons écrivains à côté et de partir vers ces milieux-là, soit sinon dans des entreprises de plus petite taille. En fait, c'est souvent une double compétence. On peut être par exemple programmeur, mais aussi vouloir avoir un pied dans la scénarisation. Et là, nous, on n'a pas de formation appropriée pour ça. Ce sera la personne pour rentrer dans un studio en tant que par exemple programmeur, ou s'il a fait une formation infographiste, il aura déjà un métier et pourra essayer de s'investir pour venir sur le long terme, sur une partie vraiment plus axée sur la scénarisation. Mais nous ne formons pas directement à ça. D'accord. Je vois que tu as des livres devant toi, est-ce que tu peux nous les présenter? Alors, les livres que nous avons ici, ce sont les artbooks de l'école. Donc à ce jour, il y en a 5. En fait, ces œuvres ont été mises en place, enfin l'idée de les avoir, ça fait maintenant 6 ans, c'est de pouvoir mettre en avant des travaux des étudiants. Ils sont constitués vraiment avec des travaux d'étudiants de toute année de l'école, de la 2D, de la 3D. Malheureusement, l'animation ne peut pas encore la mettre sur ce genre de format. Mais l'idée, c'est de pouvoir en fait l'envoyer à des studios de production pour qu'ils puissent, c'est à la fois un outil de communication qui permet de montrer les qualités du travail qui sont réalisés à l'école, mais c'est aussi un artbook qui permet de mettre directement les étudiants en valeur, vu qu'ils sont référencés dedans, avec aussi des possibilités de les contacter. Donc l'idée aussi, c'est vraiment de mettre en avant le travail de nos étudiants auprès des entreprises du secteur. Alors on en a maintenant 5, on continue à en faire aussi, parce que l'idée, c'est à la fois de motiver les étudiants à réussir à faire des travaux pour paraître à l'intérieur. Et là, on peut prendre des travaux d'étudiants de n'importe quelle année, c'est vraiment la qualité du travail qui va primer. On a aussi une plaquette. Alors la plaquette de l'école, vous pouvez la télécharger sur le site. Et cette plaquette est faite aussi, comme vous voyez, avec des travaux des étudiants. Et donc là, c'était un travaux d'une étudiante de 3e année l'an dernier. Et dedans, vous allez pouvoir retrouver à peu près, enfin même plus, beaucoup plus d'informations que celles que j'ai pu vous présenter ou celles qui vont vous être présentées par la suite. Pour information d'ailleurs, c'est à partir d'aujourd'hui que nous allons avoir l'ouverture des inscriptions au sein de l'école. Pour procéder, vous pourrez passer par le site internet de l'école. Et à savoir aussi que nous avons mis en place là un système sur la page principale où vous avez une prise de rendez-vous qui est faisable. Ce sont des rendez-vous où il faudra renseigner soit un numéro de téléphone, soit une adresse Skype. Et en fait, l'idée, c'est pour toutes les questions que vous pourriez avoir, qu'elles soient d'ordre administratif ou sur le cursus, de prendre des rendez-vous pour la semaine qui vient afin de pouvoir vous entretenir avec quelqu'un de l'équipe et avoir toutes les réponses que vous désirerez avoir par rapport à la formation. En tout cas, l'ouverture des inscriptions commence à partir de cet après-midi 13h. Il sera possible de s'inscrire sur le site de l'école. Nous avons une question. Avec quelle entreprise l'école est en lien? Quel studio? Quel projet? Alors, sur des projets, on travaille pas, les étudiants ne travaillent pas sur des projets d'entreprise, ça c'est la première chose. Tout simplement parce que ce sont des étudiants, ils n'ont pas à faire du travail gratuitement pour des entreprises. Après, par contre, il y a des étudiants qui partent en stage dans de nombreuses entreprises, à la fois françaises mais aussi à l'international. Alors, il y a des entreprises desquelles on est plus proche. Vous avez Ubisoft de Montpellier, avec lesquelles maintenant, petit à petit, on est de plus en plus proche. Il y a le studio d'Arkane Studio, il y avait le studio Black Pixel. Il y a d'autres studios aussi qu'on pourra vous citer à l'avenir. Mais il y a donc pas mal de studios maintenant français. Après, c'est surtout les étudiants, eux, qui sortent, qui sont dans énormément d'entreprises, même des entreprises internationales. Vous avez Eden, je crois, enfin vous avez même Riot. Maintenant, on a une des premières étudiantes, enfin une étudiante sortie il y a des années de l'école qui est rentrée cette année aux États-Unis chez Riot Games. Donc maintenant, on a un réseau qui est dans beaucoup d'entreprises à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on pousse les étudiants à justement communiquer entre eux. Parce que c'est beaucoup plus simple de rentrer dans une entreprise dans laquelle on connaît déjà une personne avec qui on discute, avec laquelle on peut nouer des liens
pour essayer justement d'avoir le plus de tips possible pour pouvoir y postuler par la suite. Très bien. Une seconde question. Il y a un étudiant qui aimerait s'inscrire à la formation cinématique. Il demande quelles sont les compétences pour y accéder. Alors la formation cinématique, il faut savoir qu'à ce jour elle n'est pas encore en place parce que nous avons changé de format. Si elle est mise en place, ce sera l'année qui arrive. Et pour la formation cinématique, le principe est que nous voulions que les étudiants soient formés pour de l'infographie temps réel et donc l'infographie jeux vidéo, pour ensuite transiter aussi et apprendre les différences pour cette 4e année et apprendre les spécificités du film d'animation, du moins en tout cas des cinématiques liées aux jeux vidéo. Donc pour ça, il faut déjà maîtriser, on va dire, avoir un certain niveau de maîtrise des compétences en 3D, en animation, tout ce qui touche aujourd'hui au cursus en gros d'infographiste jeux vidéo à créa-jeux. Après, quand ce sont des personnes qui postulent d'une autre école, là il faut vraiment qu'on puisse étudier le book et le dossier pour pouvoir répondre pour les conditions d'admission. Très bien. Et j'ai une étudiante également actuellement en BTS SEO, donc programmation, qui me demande si elle peut rentrer directement en 2e année à créa-jeux. Alors, c'est possible de rentrer à créa-jeux, que ce soit le parcours infographiste ou programmeur, de la prépa donc spécialisée jusqu'à la 2e année. Ce qui va faire la différence, c'est qu'on va vous demander de postuler vers le cursus voulu. Et de là, on va étudier votre dossier, vous aurez des tests d'entrée, on va étudier aussi votre book, et après vous aurez un entretien de motivation. Et c'est à l'issue de ces 4 éléments qu'on va pouvoir vous dire dans quelle année vous pouvez rentrer. Donc effectivement, on a chaque année des gens qui rentrent en 2e année, ils sont peu nombreux parce que le niveau est assez élevé, mais en sortant d'un BTS, ça peut arriver d'avoir le niveau pour, sachant que souvent pour pouvoir rentrer en 2e année, il faut déjà avoir des petites bases en 3D, mais il faut surtout bien maîtriser le dessin et la 2D numérique, à savoir la suite Adobe, enfin Adobe plus exactement. Très bien, on va pouvoir continuer avec Vincent. Alors, on va attaquer la suite de la visite. On va voir que quelques salles, parce que ce serait un peu redondant de vous faire visiter toutes les salles. Comme vous pourrez le voir aussi rapidement dans les couloirs, il y a beaucoup de choses qui sont le musée. En fait, un petit peu, on a un musée au sein de l'école de tout ce qui est console ou autres éléments. Le directeur est un grand fan et on peut voir aussi qu'il y a quand même une certaine continuité entre l'évolution des jeux et l'évolution technologique des supports de jeux. Vous avez aussi ici des sculptures en 3D qui sont des sculptures de travaux d'étudiants qui ont été imprimées. C'est aussi un aspect qui est possible par rapport aux technologies, aux méthodes qu'on apprend dans le jeu vidéo. Il y a une petite différence qui est liée à un côté plus industriel, mais c'est une des possibilités qui est. Et voici une salle standard de cours. Et là, vous avez donc Vincent qui va se présenter. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Vincent Rayné, je suis formateur à créa-jeux depuis 6 ans en programmation et en production. Et je suis également un programmeur gameplay, game designer dans des studios de jeux vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu la filière programmation à créa-jeux. Donc la filière sur le site de l'école se déroule en 3 ans. Il y a une évolution du programme sur ces 3 ans. Donc en première année, on va commencer par étudier les bases de la programmation à l'aide du langage C sur un moteur qu'on appelle la CSFML, donc qui permet de faire des jeux en 2D. Ensuite, en 2e année, on va attaquer les langages de programmation objet, donc le C++, le C#, sur des moteurs qui sont pour le coup là, utilisés très largement dans le monde du jeu vidéo, à savoir Unity 3D. Quelques cours de spécialisation aussi pour commencer à voir les différentes facettes du métier de programmeur jeu vidéo, donc des cours d'outils, de programmation d'outils, des cours d'intelligence artificielle, des cours de gameplay en 2e année. Et ensuite, en 3e année, on continue cette spécialisation dans de nouveaux domaines et on renforce les domaines existants. Le nouveau moteur qu'on voit en 3e année, c'est Unreal Engine 4, donc qui est très largement utilisé aussi dans le milieu pro. On a des cours de gameplay, d'outils, de moteurs, de réseaux et de projets personnels qui vont permettre aux élèves de creuser dans des domaines particuliers où ils souhaitent approfondir leurs connaissances ou découvrir pour se départager, se différencier un petit peu et aller plus loin sur le plan personnel. Très bien. Quelles sont les aptitudes requises pour intégrer le cursus pour être à l'aise dans ce métier ? Ok, donc
Pour entrer à Créageux en première année, il n'y a pas besoin de savoir programmer. C'est un plus si vous savez déjà, mais ce n'est pas nécessaire. On part du principe que tous les étudiants partent à zéro en programmation. Par contre, il est important d'avoir des bonnes bases en mathématiques, physique, ce qui correspond à un niveau terminal S, donc aujourd'hui appelé option maths et option physique sont les deux domaines importants. Bien entendu, les options d'informatique sont importantes aussi. Si vous avez déjà une logique de programmation, ça vous aidera largement pour les études. Quels sont les différents débouchés pour cette formation, les différents métiers qui sont possibles? Alors les métiers vont correspondre un petit peu au module que j'ai cité précédemment. Donc les programmeurs les plus répandus dans le jeu vidéo sont les programmeurs gameplay, donc ceux qui s'occupent de faire les mécaniques du jeu, faire sauter les personnages, les actions, les attaques, les compétences, ce genre de choses. On a aussi tout ce qui est programmeurs outils, donc ils vont faire des outils pour accélérer le processus de création de jeu, des outils entre les logiciels pour aller plus vite, pour créer des personnages plus rapidement, ce genre de choses. Ensuite, des programmeurs intelligence artificielle, donc ils vont s'occuper de tout ce qui est vie dans le jeu, qui n'est pas contrôlé par les joueurs. Les programmeurs réseau qui vont s'occuper de toute la partie multijoueur des jeux, donc très largement répandue aujourd'hui, tous les jeux ont une partie multijoueur, à peu près. Les programmeurs moteurs, qui eux vont s'occuper de développer les moteurs qui vont être utilisés pour les jeux, donc les moteurs comme Unreal ou Unity sont déjà faits, mais beaucoup d'entreprises créent leurs propres moteurs ou améliorent les moteurs existants, et donc ce sont les programmeurs moteurs qui s'en occupent. Voilà à peu près pour les programmeurs, les métiers de programmeurs principaux dans le domaine. Il y en a bien sûr beaucoup plus, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà les 4 grandes catégories qu'on peut voir ici. Très bien. Quels sont les différents secteurs et industries où il est possible de travailler en tant que programmeur si jamais on en a un peu marre du jeu vidéo? Tout à fait. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'on sait programmer, que ce soit pour le jeu vidéo ou autre chose, les bases sont les mêmes. Donc c'est assez facile de changer d'orientation, de changer de milieu. On peut aller bosser dans l'aéronautique, le système bancaire, tout. Aujourd'hui, il y a de la programmation à peu près partout. Et avoir les bases, qu'on les a apprises pour le jeu vidéo ou autre chose, ce sont les mêmes bases. Donc il est assez facile de se réorienter dans d'autres filières, ce qui est plutôt pas mal. Et il y a une grosse demande de programmeurs, peu importe le milieu, il y a une très grosse demande de programmeurs dans le monde. Donc c'est un bon point d'entrée et il y aura du boulot. D'accord. Quels sont les pays qui sont le plus propices à la création de jeux vidéo? Revenons au secteur vraiment du jeu vidéo. En France, on a déjà beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de boulot en France. C'est un secteur qui ne connaît pas vraiment la crise. Là, on est tous confinés. Qu'est-ce qu'on fait quand on est confiné? On a tendance à jouer un peu plus. Donc, les ventes de jeux vidéo ne diminuent pas, au contraire, elles augmentent. Le marché du travail dans le domaine du jeu vidéo est encore très largement. Il n'y a pas de crise, c'est pas bouché du tout. Il y a du boulot, il y a beaucoup de concurrence, mais il y a beaucoup de boulot, encore plus dans la programmation. Et les pays les plus importants dans la création de jeux vidéo, ça va être l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre aussi. En Europe, on a beaucoup de pays, la France, l'Allemagne. Les pays scandinaves ont une très forte demande de programmeurs, donc, notamment en Suède et au Danemark. Et ensuite, on peut aller en Asie aussi. Il y a pas mal de boulot en Asie, au Japon, en Corée, notamment. Donc, c'est un petit peu partout, mais je vous ai cité les plus grands pôles, on va dire, dans le monde. D'accord. Et peux-tu nous citer une fourchette de salaire en débutant, enfin sortie d'études? Donc après le stage, au tarif stagiaire du coup, une fourchette à peu près acceptable pour un programmeur jeu vidéo, c'est entre 23 et 28 000 euros bruts par an à peu près. Ça va dépendre des pays, des entreprises bien entendu, mais c'est une fourchette à peu près sur laquelle on peut se baser. D'accord, et on sait qu'il existe différents statuts qui sont possibles en étant programmeur. Tout à fait, donc c'est les statuts classiques de tous les milieux. Donc on a les statuts de salariés, donc en CDD ou en CDI dans les entreprises. Il existe aussi le statut de freelance ou d'auto-entrepreneur, qui est largement utilisé aussi pour les programmeurs. Et ensuite, on peut tout à fait créer une entreprise pour démarcher des clients, faire ses propres jeux, recruter. Donc il y a tout le panel de statuts possibles est disponible pour les programmeurs. Merci à vous, je vous laisse en compagnie d'Albin pour la suite. Bonne journée. Merci.
Alors, pour la suite de la visite, je vais pouvoir reprendre. Alors, comme le disait Vincent, le jeu vidéo a tendance à moins subir la crise, en tout cas que d'autres, parce qu'on continue à vendre, à savoir que bon, il y a quand même certainement un léger décalage en termes, en tout cas, des embauches, parce qu'aujourd'hui, cette année en tout cas, il y a eu moins d'entreprises, donc plus de stagiaires. Elles ont tendance à ralentir un petit peu les recrutements, mais ça c'est dans tous les secteurs. Les grandes boîtes d'études, ça se l'accorde. En France, il faut savoir qu'en global, il y a quand même une baisse de 40% des embauches cette année, mais qui seront très certainement reportées suite à la crise. En tout cas, pour le jeu vidéo, ça risque très fortement d'être le cas, parce qu'effectivement, le secteur a l'air de moins le subir. Nous avons une petite question d'une personne qui nous regarde, qui demande s'il y a beaucoup d'étudiants qui trouvent du travail à la sortie de l'école, surtout en cinématique. Alors, en cinématique, les statistiques en termes d'infographie, normalement, dans les années précédentes, ça a toujours été de l'ordre de au-dessus de 65% à 70%. La section de l'an dernier, je pense aujourd'hui, se heurte un peu plus au Covid. Et donc, à mon avis, là, on est entre les 6 mois et 1 an après la sortie. Les statistiques doivent être un peu moins bonnes sur l'an dernier, comme dans la plupart des secteurs, car cette année, c'est plus dur de trouver des stages. Et en sortie d'études. Comme je l'ai dit, il y a pas mal d'entreprises qui restent quand même frileuses sur la situation sanitaire, et c'est dur en plus de faire venir des nouveaux en télétravail dans des périodes où la plupart des gens sont confinés. Donc là, cette année risque d'avoir des résultats, en tout cas sur une courte durée sur les embauches, un peu différentes. Et justement, il faudra voir si dans les 6 mois qui suivront cette période de crise, à mon avis, il y aura un décalage sur cette statistique. D'autres questions sur le coup? Non, c'est bon. Alors, pour reprendre la suite de la visite, cette année, alors voilà, ça c'est une salle à peu près standard de cours à créa-jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, équipée en informatique. Chaque étudiant a un PC qui lui est attitré pendant l'année. Savoir que dessus, il y a la majorité aussi des licences nécessaires qui sont des logiciels professionnels, pour la plupart en version étudiante. Vous pouvez voir aussi ici au bureau du formateur que cette année, par rapport au Covid, nous avions mis un protocole qui permettait qu'un étudiant qui soit cas contact, soit qui ait signe de maladie, puisse être chez lui et passer directement en télétravail grâce au micro que vous avez pu voir sur la vidéo, qui permettait en fait de ne pas faire d'interruption pour les cours pour des personnes qui justement seraient malades mais en état de travailler ou seraient en suspicion de maladie. Alors, ici, vous avez un coin où on a pu installer justement des frigos et des micro-ondes pour les étudiants. L'idée, c'est qu'ils puissent venir aussi avec leur nourriture, de pouvoir la conserver au frais et de réchauffer ça au moment du repas. On va passer par l'extérieur pour voir aussi une autre partie qui est là. On est à proximité d'une grande enseigne de distribution, donc pour aller acheter à manger, c'est assez simple. Mais vous avez aussi ici un petit restaurateur qui s'est installé. Vous avez ici son installation. Là, en ce moment, vu qu'on est fermé, il ne sera pas présent en cette période. On va pouvoir rentrer par un autre accès de l'école pour aller diriger vers l'étage supérieur de l'école. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fera pas tout le tour de l'école. Ça, on espère qu'on pourra vous voir un jour sur des visites en direct ici sur place, que vous puissiez voir le reste de l'école. Là, on va se diriger à l'étage. Comme vous pouvez le voir, on a essayé d'améliorer au maximum, de se rapprocher d'une ambiance un peu des studios et de se rapprocher plus du jeu vidéo. Donc, vous verrez peut-être un peu mieux du haut, ou sinon, si vous pouvez venir un jour. On a un graphiste qui est de Nîmes qui s'appelle Pirate, qui nous a fait ici des fresques à pas mal d'endroits sur le mur de l'école. Et si vous avez d'un côté Assassin's Creed et de l'autre côté Prince of Persia, qui sont donc deux grands noms du jeu vidéo, et il y a plusieurs autres fresques d'autres grandes licences du jeu vidéo. Et ici nous allons arriver dans la salle de Milestone, où je vais laisser la parole à mon collègue Alex. Bonjour, alors moi c'est Alexandre Terré, je suis formateur depuis 5 ans à l'école et avant cela j'ai travaillé une quinzaine d'années à Ubisoft, Annecy, Paris, Montpellier, sur différentes licences en passant d'Assassin, Splinter Cell, Rayman, tout ça.
Très bien, on va aborder la partie projet dont tu es le responsable. Donc déjà, qu'est-ce qu'un projet? Combien de temps dure cette partie dans l'année et sous quelles conditions? Alors du coup, les projets, c'est un petit peu l'accomplissement des différents modules que les étudiants vont parcourir pendant leur année. Et c'est une mise en situation réelle. On va mixer des programmeurs avec des infographistes. En moyenne, ils sont entre 6 et 10 par groupe. Et l'idée, c'est de partir sur un projet complet, donc soit prototype quand c'est au début d'année, soit sinon un projet étudiant plus costaud, plus gros et plus qualitatif pour leur fin d'année. Très bien, donc en moyenne, ça dure 2 mois? Alors le deuxième projet va durer 8 semaines à temps complet et pendant 2 mois, une journée par semaine. Et pour le premier projet, c'est qu'une journée par semaine jusqu'à Noël, donc de la rentrée jusqu'à Noël. D'accord, et du coup, ils vont former des équipes avec les autres les infographistes, les programmeurs. Les infographistes, les programmeurs, tout à fait. Ils ont le choix complet sur l'idée du projet qu'ils veulent faire. Ils partent sur vraiment l'idée qu'ils souhaitent. Ça, ils sont autonomes là-dessus. On va juste leur demander, par cloisonnement par année, des spécificités techniques. Donc, par exemple, les premières années pourront faire que des projets en C et en 2D. Les deuxièmes années feront plutôt des projets avec un moteur en Community, par exemple, et en 3D. Et en troisième année, ils feront du Unreal et on va les pousser à faire du jeu en réseau, du jeu multijoueur. Très bien, et c'est dans cette même salle, je crois, que les examens ont lieu chaque année, Tout en à temps fait. normal avec des jurys professionnels. Oui, tout à fait. Dans cette salle-là, en fait, c'est notre salle de review. Donc, on a un vidéoprojecteur Full HD. Et du coup, chaque groupe passe avec une présentation, une version jouable de leur projet. Donc, on va faire les différentes étapes de production d'un jeu. C'est ce que l'on appelle des milestones. Et une fois passés, ils sont devant un jury, souvent un jury des formateurs de l'école, et pour en fin d'année, un jury professionnel que l'on invite au sein de l'école et qui viennent donner leur avis sur les jeux des étudiants. Très bien, on passe à la partie testeur dont tu es responsable également, et je commence par la première question d'une des personnes qui nous regarde. Quel est le contenu de cette formation? Le contenu, l'idée c'est sur 6 semaines, c'est intensive, de faire un mix entre de la théorie et de la pratique sur qu'est-ce que le métier de testeur, comment on fait une recherche de bugs, comment on va utiliser une base de données, une base de bugs également, Jira par exemple, parce que c'est une des bases qui est la plus utilisée dans le milieu du jeu vidéo. Ensuite, les différents métiers liés au testeur, parce qu'il y a à la fois le testeur plutôt recherche de bugs, plutôt testeur moteur, plutôt testeur outils, suivant les profils des candidats et suivant leurs connaissances en informatique. Ensuite, on va également faire une initiation, une grosse initiation et présentation sur un autre métier du QA qui est le playtest. Ça permet aussi d'apporter une nouvelle compétence aux candidats de la formation. Et ensuite, on va leur expliquer toute la nomenclature pour pouvoir rentrer des bugs et de l'anglais aussi, parce que la majorité des bugs sont rentrés en anglais dans les bases de bugs, parce que les équipes sont pluridisciplinaires. Très bien, et passons à la partie de Créadev. Du coup, qu'est-ce que c'est Créadev? Créadev, c'est une association qu'on a créée il y a 4 ans maintenant, 3 ans et demi, 4 ans, qui est une forme d'incubateur au sein de l'école. On ne voulait pas laisser les troisièmes années partir comme ça sans leur filer un coup de main. Pour tous ceux qui avaient envie de créer leur studio par exemple, et bien, du coup on leur permet d'occuper nos locaux, une partie des locaux de l'école pendant une année, et on les aide à monter leur studio, à structurer leur projet
et à aller au bout, donc jusqu'à une sortie de leur projet, soit sous Steam, principalement sous Steam, ou s'ils devaient faire une sortie sur console, on les aide également. Et depuis 3 ans et demi, on a 2 studios qui se sont créés, dont un qui est encore en activité, Wood Studio, et qui continue de vivre de ses propres ailes. Très bien, merci beaucoup. On va pouvoir continuer. Alors, pour le coup, concernant cette salle, comme l'a dit mon collègue, c'est une salle de Milestone. À côté, nous avons un réfectoire entre les deux, c'est un mur amovible qui permet de faire une grande salle. Et aujourd'hui, elle est mise en format TOEIC, parce que justement, l'une des idées on y rajoute cette année, c'est de pouvoir faire passer aussi le TOEIC aux étudiants de 3e année, pour ceux qui le veulent, en fin de cursus. Là, on va se diriger progressivement vers la salle de dessin, et vous allez pouvoir avoir des réponses aux questions posées par rapport au cursus de 3D et d'infographie. Alors les tableaux que vous allez pouvoir voir sur les murs de l'école, ce sont des réalisations d'étudiants. Alors c'est fait de façon numérique et après on les imprime en format tableau. Ça permet aussi d'habiller un peu plus justement les murs de l'école et de la rendre un peu plus vivante, même si ce n'est pas le cas en ce moment, malheureusement, dû à la situation. De nombreux autres graphes aussi. Ici nous arrivons à l'accueil de l'école où nous allons revenir plus tard pour des questions d'ordre administratif. Là, nous nous dirigeons vers une partie plus d'infographie avec, comme vous pouvez le voir là-bas, un grand stock de jeux de plateau qui sont à disposition des étudiants de façon à ce qu'ils puissent aussi creuser sur ces domaines-là et sur les domaines du design du jeu en global. Et ici, la salle de dessin avec Florian. À qui je laisse la parole. Présente-toi, Florian, déjà. D'accord. Bonjour, alors, je m'appelle Florian Delarc, je suis professeur d'infographie 3D, de sculpture digitale et de rendu 3D. D'accord. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste le métier d'infographie? Alors, dans les grandes lignes, notre métier consiste à construire tous les éléments visuels qui seront utilisés dans le domaine du vidéoludique, de manière générale. D'accord, du coup les décors, l'environnement... Plus spécifique. Ça peut être des éléments spécifiques qu'on rencontre dans un jeu vidéo, c'est-à-dire des éléments de décor, des objets ou des personnages. Et ça peut être aussi des effets visuels. Ça peut être aussi, en dehors du cadre du jeu vidéo lui-même, des graphismes pour le packaging ou pour la communication de manière générale. J'ai un ancien étudiant à toi, Mathieu Caroff, qui te fait un petit bisou. Coucou à lui aussi, j'espère que ça va bien après plus de 10 ans. Et du coup, la durée de la formation en infographiste. La durée de la formation en infographiste, elle dure 3 ans à partir de la première année, sachant qu'avant ça, les élèves, pour une bonne partie, sont passés par les classes de prépa pendant 2 ans. D'accord. Si je ne me trompe pas. Quelles sont les compétences que les étudiants vont acquérir pendant leur cursus? Alors justement, pour cette question-là, je vais le faire par ordre chronologique. En première année, ils vont commencer par étudier donc le dessin et ses bases, c'est-à-dire la conception de décors avec des travaux concernant la perspective, pour apprendre à dessiner donc, des concepts de décors utilisables dans le cours d'une production. Sur le tableau, on voit par exemple des exemples de construction à ma gauche. Et ils vont aussi étudier donc, la création de personnages. Et là, par contre, c'est les cours d'anatomie qui vont les aider à mettre en place ce type de graphisme. Ils vont aussi apprendre à mettre en couleur, donc apprendre toutes les règles qui concernent la colorimétrie ou la composition, pour mettre en avant des recherches graphiques qui seront ensuite réutilisées lors de la conception d'objets 3D, ou créer des éléments en 2D définitifs, donc là, dans le cas de la création de jeux en 2D. Sachant que pendant cette première année, ils font un travail d'apprentissage traditionnel, c'est-à-dire des cours de dessin et de peinture à la main,
et de sculpture également. Mais après, petit à petit, on transfère vers donc, de l'infographie 2D, où ils vont appliquer tout ça sur Photoshop, Illustrator et After Effects. Et à partir de la deuxième moitié de la première année, ils abordent aussi les bases de la 3D sur Maya. Ensuite, en deuxième année, c'est là où le gros du travail commence réellement, concernant donc l'infographie en tant que telle. C'est-à-dire que là, leur formation va être donc essentiellement sur ordinateur, où ils vont apprendre donc, la modélisation 3D sur Maya. Sur Maya, ils vont apprendre également le rigging et l'animation. Pour tout ce qui concerne la création de textures et de matériaux, ils vont suivre leur formation sur la suite Substance Designer et Painter. Et avec moi, en l'occurrence, ils vont suivre des cours de sculpture digitale et d'anatomie sur ZBrush. Et pour l'intégration des contenus qu'ils vont créer pour le jeu vidéo, pour intégrer ça sur des moteurs de jeu, ils vont travailler en deuxième année sur Unity, qui est un moteur qui est largement utilisé dans le domaine de la création de jeux vidéo. Une fois qu'ils ont passé donc cette deuxième année-là, ils vont passer en troisième année où là, ils vont donc refaire de la formation sur ZBrush pour apprendre à créer des contenus donc plus poussés. Par exemple, si en deuxième année on apprend ZBrush surtout pour la création du personnage et l'anatomie, en troisième année ça va être plus adapté sur la création du décor, sur la création d'objets, sur la création de hard surface. Et ensuite, ils vont passer donc, dans un cours où ils vont apprendre à intégrer donc, tout ce contenu-là sur un autre moteur, Unreal, qui est un deuxième moteur qui est très utilisé dans le milieu du jeu vidéo, pour apprendre à appliquer, en fait, donc, apprendre à intégrer tous les contenus qu'ils créent avec tous ces logiciels que j'ai précités, donc dans, on va dire, la destination finale en fait, sur laquelle le contenu va devoir être utilisé, c'est-à-dire les moteurs de jeu, que ce soit Unity ou Unreal. Toutes ces connaissances-là, en fin de deuxième année et en fin de troisième année, ils les mettent en application sur la création d'un projet en commun, par groupe de 6 en moyenne, donc c'est des projets donc, qu'ils doivent faire en équipe, où ils doivent mettre en application tout ce qu'ils ont vu. Et c'est des projets aussi qui vont passer devant un jury professionnel, qui vont permettre d'évaluer leur champ de compétences. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire, en listant rapidement pour que ce soit clair pour tout le monde, les logiciels qui vont être utilisés et donc qu'ils vont apprendre pendant cette formation? J'en ai précité, mais là je vais le faire de manière plus claire. On va dire de la première à la troisième année, on aura Photoshop, Illustrator, After Effects. En 3D, on aura Maya, Substance Designer, Substance Painter, ZBrush, Unity 3D et Unreal Engine. Et à l'aide des workshops aussi, on a aussi des cours où on aborde d'autres logiciels comme Houdini, Blender en l'occurrence, et d'autres encore que je ne saurais citer puisqu'en fait ces logiciels-là peuvent changer en fait, d'une année sur l'autre Très bien, en fonction de l'évolution technologique. C'était très clair. Quelles sont les aptitudes qui sont requises pour intégrer ce cursus, pour être plus à l'aise dans le cursus? Alors, je dirais qu'il en faut beaucoup, quitte à paraître exigeant. Je dirais qu'il faut avoir un bon esprit d'observation, en tout cas pour la partie graphisme. Un bon esprit d'analyse aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'observer les choses et de comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir les reproduire plus rapidement. Et puis aussi une capacité à apprendre des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. Je vais essayer de m'expliquer par là. C'est-à-dire que souvent, quand on va devoir produire du graphisme en 2D ou en 3D, justement, il va falloir bien comprendre et parfois on va devoir aborder des objets qu'on n'a jamais dessinés, des thèmes qu'on n'a jamais abordés. Et en plus, en fonction de l'évolution technologique, on va devoir s'adapter à des logiciels qu'on n'a peut-être jamais appris. Et donc, le gros de notre formation, c'est de leur apprendre à avoir les connaissances théoriques qui peuvent leur permettre d'aborder donc, des logiciels et des éléments qu'ils ne connaissent pas encore, mais d'apprendre à se les approprier pour pouvoir très très vite s'adapter. Donc une bonne capacité d'observation, une bonne capacité d'adaptation. Et une bonne capacité d'analyse. Et une bonne capacité d'analyse, et bien entendu, quelques notions de dessin, je suppose, oui. pour intégrer ce cursus.
Alors des notions, pas nécessairement, puisqu'on leur apprend à dessiner donc, de zéro en première année. C'est justement pour ça que je parlais de la capacité d'observation et d'analyse. C'est-à-dire que comme on leur apprend à dessiner, nous on a besoin de cette première compétence, c'est qu'ils aient l'habitude d'observer et d'analyser les choses. Et après là, nous, de notre côté, on a des professeurs de dessin très compétents qui leur apprennent à utiliser ces capacités-là pour produire du contenu graphique en 2D et plus tard en 3D. Mais tout de même, un bon coup de crayon pour rentrer à Créageux. Un petit peu, quand même. Quand même. Il y a un concours Il y a à quand noter même pour le test. vérifier cet aspect-là. Voilà. Quels sont les différents débouchés pour cette formation, les différents métiers ou en tout cas spécialisations qui sont possibles d'être... Alors justement, c'est une bonne question puisque on parle souvent du métier du jeu vidéo, mais en fait c'est plusieurs métiers. Souvent quand ils vont sortir d'une école comme la nôtre, ils vont avoir tout un panel de métiers disponibles. Ça peut aller du concept designer, donc quelqu'un qui va faire avant tout de la 2D, pour produire donc des idées de personnages, des idées d'environnement, des idées d'objets. Mais après, ça peut être aussi des modéleurs 3D, donc qui vont créer donc, en 3 dimensions et en volume donc, les éléments qu'on leur a donnés en 2D au cours d'une production. Ça peut être aussi des look dev artistes, c'est-à-dire des gens qui vont créer les textures et les matériaux pour pouvoir déterminer quel aspect ça aura une fois que ce sera mis en lumière. On va voir aussi des caractères TD, c'est-à-dire c'est des gens qui vont s'occuper de la création des mécanismes qui vont permettre de pouvoir faire bouger un élément en 3D, comme un personnage, c'est l'exemple le plus courant. Et puis après, on a aussi d'autres personnes qui vont avoir la tâche de mettre en animation ces mécanismes-là. C'est ce qu'on appelle les animateurs 3D. Après, on a aussi d'autres métiers qui peuvent surgir de là. On a des métiers très spécialisés comme ceux que j'ai cités, mais aussi des métiers comme 3D généralistes, où c'est souvent des gens qui vont toucher un petit peu à tout, mais qui vont justement être très utiles en production pour pouvoir assurer la création de certains éléments de A à Z. Donc en fait, c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'un élève qui intègre ce type d'école-là peut à la fois choisir un métier très 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 spécialisé ou être très généraliste. Et quelle que soit la situation, il va y avoir une demande vis-à-vis de ces profils-là dans le milieu. Très bien. Quelles sont les industries qui sont accessibles avec un cursus d'infographie? Alors, la première, c'est celle qui nous intéresse ici, donc c'est le domaine du jeu vidéo. Mais après, il y a d'autres domaines qui sont touchés par ce type de métier-là. Alors, il y a l'industrie du cinéma d'animation. Il y a aussi l'industrie des effets spéciaux qui va être abordable par nos étudiants. Mais il y a aussi d'autres milieux qui sont, on va dire, un peu moins glamour, mais qui sont tout aussi importants, comme le milieu d'automobile. On a plusieurs étudiants déjà qui ont fini par travailler dans le milieu d'automobile, parce que les compétences en tant que modéleur de 3D peuvent permettre d'accéder à ce type de métier-là. On a aussi des gens qui ont travaillé dans le milieu médical, dans le milieu des musées aussi. Il y a des musées qui ont parfois besoin qu'on leur recrée en 3D des créatures qui ont disparu, mais les refaire en 3D. Ça a été mon cas en l'occurrence. Il y a aussi dans le milieu médical où avec les techniques de la 3D et les techniques de l'impression 3D, dans le milieu médical, on a de plus en plus besoin de gens qui soient capables de prendre donc des éléments pour recréer donc, quelque chose qui n'existe pas en 3 dimensions. Très bien. Dans quel pays, du coup, on a répondu pour la programmation donc on va passer à la question suivante. Une fourchette de salaire pour un infographiste en sortie d'études. C'est très variable, ça dépend du pays dans lequel on travaille et des conditions donc, qui sont données dans ces pays-là. Je dirais que ça varie entre 19 000 et 23 000 euros. Tout dépend des pays dans lesquels on va aller. Je dirais qu'aux États-Unis, on est plus proche du 23 000 euros du fait des charges sociales. En fait, c'est-à-dire que suivant le pays, suivant la protection sociale qu'on a. Quels sont les différents statuts qui sont possibles pour un infographiste aujourd'hui? Salarié, oui, c'est un statut qui est recherché, mais aussi beaucoup des infographistes. Alors il y a l'intermittent du spectacle aussi qui existe dans notre milieu, et aussi donc les artistes 3D freelance, c'est-à-dire en micro-entreprise. Très bien, on te remercie Flo, et du coup on va continuer. On va juste répondre à quelques questions avec Albin. Du coup, sur la programmation, j'ai une personne qui me demande combien de programmeurs sont admis en première année chaque année, en moyenne.
Alors, en première année, il y a 2 classes de programmation, donc en tout 40 étudiants. Un petit peu plus des fois quand on a du mal à départager. Donc répartis en 2 classes. Et comme on a des étudiants qui viennent de prépa, les places en première année varient de 10 à 20, des fois 25 étudiants, ça dépend vraiment des résultats aussi de la prépa. D'accord, et j'ai aussi une autre question, combien de candidats pour rentrer dans le cursus? Alors, en programmation, on commence à en avoir quand même de plus en plus depuis quelques années. Ce serait dur de quantifier, mais on est à peu près à 30% de sélection, sachant que c'est 30% de sélection, mais la sélection la plus dure est forcément en deuxième année, un petit peu plus large en première année, et après aussi en prépa spécialisée programmation. Puis comme je disais tout à l'heure, normalement on postule pour le cursus programmation et c'est vraiment en fonction des résultats qu'on vous dira par rapport à votre niveau, votre dossier et surtout les résultats du test, dans quelle classe vous pouvez être intégré. Très bien, on peut continuer. Alors on va se diriger vers une personne très importante vu qu'elle suit les gens de leur arrivée dans l'école, c'est-à-dire les gens qui postulent, jusqu'à la fin de leur cursus et encore après. C'est Aurore qui est à l'accueil. Je vous présente ici. Bonjour Aurore. Bonjour. Du coup, tu peux te présenter déjà en premier. Alors du coup, je suis Aurore. C'est moi qui vous accueillerai avant votre formation, pendant votre formation, et qui vous continuera à vous renseigner après la formation. Très bien. On va commencer par la question la plus basique, comment s'inscrire à l'école? Alors pour s'inscrire à l'école, il faut aller sur le site de Créageux tout simplement, et sur la page d'accueil en haut à droite, vous aurez un onglet inscription. Il vous suffira de cliquer dessus et vous serez redirigé directement vers un formulaire à compléter. Parfait. Du coup, les étapes de l'inscription un peu plus détaillées. Un peu plus détaillé. Alors une fois que vous aurez complété le formulaire d'inscription, il vous faudra attendre quelques jours, à peu près une semaine, avant de recevoir le mail qui contiendra la date et les instructions de votre passage de test, qui se fera très certainement un samedi en matinée. Suite à ça, vous recevrez le jour J un mail contenant les identifiants de connexion pour pouvoir faire vos tests, et vous recevrez un appel dans la matinée d'un de nos professeurs qui vous fera passer l'entretien téléphonique, tout simplement. Très bien. Est-ce que tu peux nous évoquer donc du coup les 2 possibilités pour passer le test cette année? Alors, ça sera soit à distance, soit en présentiel. Pour démarrer, il y a de fortes chances que de toute façon, ça soit à distance vu le contexte actuel. Mais par la suite, peut-être qu'on aura l'occasion de faire en présentiel comme on faisait jusqu'à présent. Très bien. Quel est le prix des formations pour les 3 années, que ce soit programmation, infographiste Alors, en moyenne, à l'année, c'est 5 900 €. Donc, ça fait à peu près, de mémoire, pour la programmation, les 3 années comprises, ça fait 16 600 €. Et pour l'infographie, c'est un petit peu plus, je crois que c'est 18 500, quelque chose comme ça, j'ai plus le chiffre exact en tête. Par contre, vous avez tous les tarifs année par année sur notre site internet. Pardon. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi du financement des études? Alors pour le financement, il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous pouvez demander un financement à Pôle emploi qui sera plafonné à hauteur de 2 500 € sur le montant total des 3 ans de la formation et versé en une fois la première année. Si vous venez des DOM, vous avez la possibilité de vous faire financer, alors c'est année par année, et quasiment la totalité par année à chaque fois, en faisant une demande au ministère de la Culture et des Sports. Voilà, majoritairement. Et oui, il y a aussi la bourse JV qui a été créée très récemment, et cette année, il y a une de nos étudiantes qui s'est fait financer sa première année en infographie par ce biais-là. Très bien. Du coup, parlons du bac, parce que c'est après bac. Comment ça se passe si la personne n'obtient pas son bac? Oui. Si la personne Alors, obtient si son bac. la personne réussit ses tests à Créageux et qu'elle a accepté, qu'elle signe la convention, donc elle est engagée dans l'information, et que malheureusement elle rate son bac, il y aura la possibilité d'annuler son inscription, sous réserve qu'elle nous communique les justificatifs, donc le relevé de notes qui justifie qu'effectivement elle a raté ses examens au bac. Très bien. Une personne m'a posé la question, donc parlons des logements. Comment ça Oui. se passe quand ils sont loin? Alors, loin ou même pas très loin, en tous les cas, vous avez la possibilité, on a créé sur la page Facebook de l'école un groupe logement sur lequel on partage toutes les annonces que nous donnent les propriétaires et les agences immobilières. On essaye d'étouffer ça au maximum pour vous guider dans vos recherches.
Je suis également disponible au besoin par téléphone si c'est vrai que quand on ne connaît pas la ville au niveau des quartiers. Si vous avez un doute, vous pouvez me demander, je vous aiguillerai, il n'y a pas de souci. Voilà, globalement, si vous avez une question sur les logements, Vous appelez appelez. Aurore. Ce sera plus simple. Elle vous répondra et elle est toujours de bonne humeur. Presque. Du coup, presque. Parlons des informations générales sur les formations, par exemple l'amplitude horaire, où se passent les formations. Alors, pour les prépas, l'amplitude horaire, c'est 30 heures par semaine, de 9h à 16h. Et cette formation-là, parce que malheureusement on n'a pas la place de pouvoir les accueillir ici, se passe sur le site de l'Herrier, dans le parc Georges Besse. À Nîmes, c'est pas très loin de l'école, c'est à 5 minutes en voiture. Et pour les autres formations, du coup infographie et programmation, elles se passent ici. Et l'amplitude horaire, c'est à peu près 35 heures par semaine, entre en gros 9h et 17h, à plus ou moins une demi-heure suivant l'année à laquelle vous êtes. Très bien. Peux-tu nous parler alors d'une autre formation qu'on n'a pas abordée, le Summer Camp? Oui, alors le Summer Camp, qui est un stage de découverte qui s'adresse aux 14-18 ans. On propose 2 sessions chaque été, une en juillet, une en août. Pour l'instant, on n'a pas encore validé les dates, elles seront communiquées de toute façon sur mes pages Facebook et même sur le site internet. Et elle permet en fait de découvrir le métier. Alors la conception d'un jeu en passant par de l'infographie et de la programmation. C'est vraiment histoire de découvrir comment est fait un jeu et le contenu de nos formations en format très très court et pour vraiment les novices. Très bien. Les tarifs de cette formation? Oui, pour la formation, le Summer Camp, c'est 400 € la semaine. Très bien. Et quelle période on peut s'inscrire au Summer Camp? Alors, le Summer Camp, les inscriptions seront ouvertes à partir du mois de janvier. Sur notre site internet, toujours pareil. Très bien. Parlons des informations, des aspects un peu techniques, administratifs de la formation testeur, notamment les dates, les tarifs, la période d'inscription également. Alors, pour la période d'inscription, c'est comme le Summer Camp, à partir du mois de janvier sur notre site internet. Pour les dates, elles ne sont pas encore validées pareil, mais de toute façon, c'est toujours sur la même période, à savoir de mi-juillet à fin août. Donc, c'est une formation qui dure 6 semaines sur 210 heures, avec un stage en plus à faire après pour valider la formation. Très bien, parfait. On te remercie Aurore et si vous avez des questions du côté administratif, n'hésitez pas à joindre l'école, c'est Aurore ou moi-même qui vous répondront. Et du coup, on va repasser juste sur la charge de travail à la maison. Alex ou Albin vous répondra à cette question. On me demande quelle est la charge de travail à la maison pour un étudiant. Il y en a. Tant qu'à faire. Non, il y en a un petit peu. Il y en a, on donne pas mal de boulot pendant les vacances déjà. À chaque période de vacances scolaires, il y a du travail à faire, il y a des projets à rendre. Et c'est variable par rapport aux différents formateurs. Mais très souvent, oui, il y a quand même, pour le week-end, on donne un petit peu de boulot pour les infographistes, faire quelques petits dessins qui seront regardés le lundi en cours, tout ça. Ne mentons pas, il y a du travail, il faut compter quand même pas mal d'heures de travail à la maison et de toute façon, pour toute formation, c'est obligatoire. On peut continuer. Du coup, juste là, on voulait vous montrer, avant de finir, une infime partie du Wall of Fame de l'école. Donc l'idée, c'est de montrer sur à peu près quels projets nos étudiants ont travaillé. Donc il y a de grands noms, de grands studios. Bon, Ubisoft, bien évidemment, un plus gros studio français. Mais il y a Sobo aussi, Artefact Studio, Ivory Tower, où on a eu beaucoup de nos étudiants présents à Ivory Tower, Eidos Montréal pour Shadow of the Tomb Raider. Il y a Cloud avec Star Citizen. Qu'est-ce qu'on a? On a eu du Rayman, on a du Assassin. On a quand même beaucoup de beaux projets. Il y en a qui ont même été chez Rockstar sur GTA V. Donc voilà, c'est pas du tout à jour parce que là on est juste sur une temporalité de quelques années. Mais voilà, il va être remis à jour. Mais bon, c'est pour vous montrer aussi qu'il y a quand même
beaucoup de nos étudiants qui travaillent et qui ont travaillé sur des jeux quand même plutôt sympas. Et du coup, on va juste revenir pour le mot de la fin. Et hop. On a une dernière question. Quel est le niveau d'anglais et d'informatique qui est requis pour faire testeur? Alors, peut-être tu peux mieux répondre. Pour faire testeur, un anglais technique, mais il faut quand même être assez à l'aise à l'écrit, parce que comme on le disait précédemment, tout passe par l'écrit, donc à un niveau standard, on va dire. Voilà. Mais l'anglais, c'est important dans le milieu du jeu vidéo, hein, donc faut pas trop se poser les questions, hein, faut quand même parler anglais. Et également le niveau d'informatique. Le niveau d'informatique classique. Savoir utiliser l'outil informatique de manière normale, suite bureautique, des choses comme ça, et avoir un minimum aussi une culture du jeu vidéo. Très bien. C'est toujours un plus. On peut y aller. Alors, pour la suite, tout simplement, l'idée était de répondre si vous aviez des questions. On est disponible, mais surtout, comme je vous l'avais dit, pensez que sur le site, pour toute question qui vous viendrait par la suite, il y a la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne via le site. Sur la première page, vous avez un bouton « Prendre un rendez-vous ». Ça vous permettra de pouvoir avoir un entretien avec une personne pendant une vingtaine de minutes pour poser toutes les questions que vous auriez à poser, dont vous n'auriez pas eu les réponses ici. Et après aussi, juste vous rappeler que les inscriptions ouvrent à partir donc de aujourd'hui 13h. Donc voilà, les formulaires seront disponibles sur le site. Je vous remercie en tout cas pour avoir suivi cette visite virtuelle et j'espère pour ceux qui voudront vous voir en cours d'année plus tard sur de vraies visites. Au revoir.